Bonjour à tous et bienvenue dans Premier Pas, l'émission consacrée à la parentalité, à la grossesse et aux jeunes enfants. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux grossesses qui font l'objet d'une surveillance particulière. Une grossesse pathologique, c'est ce qu'a vécu notre invitée du jour, Hélène. Comment l'a-t-elle vécu? Qu'est-ce que ça implique? Elle nous racontera tout ça. Et puis nous aurons également les explications du docteur Piacenza, qui est aussi avec nous aujourd'hui. Et puis pour nous changer les idées, en fin d'émission, nous irons faire un tour du côté des bébés nageurs. Ce sera avec notre reportage. Docteur Piacenza, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes gynécologue obstétricien. C'est ça. Merci d'être avec nous. Et à côté de vous, il y a Hélène. Hélène, bonjour. Bonjour. Alors toi, tu es la maman d'un petit garçon, Jason. Quel âge est-ce qu'il a? 2 mois. 2 mois, donc c'est un beau bébé tout neuf. Et c'est ton premier enfant? Oui, mon premier. Comment ça se passe à la maison, la nouvelle vie à 3? Ça se passe bien. Ça se passe bien? Pas de stress? Si, un peu, mais ça va. Oui, pas de stress, ça aurait été un peu superwoman. Oui. Mais bon, voilà, c'est une nouvelle vie qui commence, on va dire. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Maintenant qu'on en sait un peu plus, on va pouvoir passer au vif du sujet. Et c'est la rubrique Pas à pas. Alors, on va pouvoir prendre un peu de temps pour parler de notre thème du jour, donc la grossesse pathologique. Docteur Piacenza, une grossesse pathologique, c'est une grossesse qui ne se passe pas tout à fait normalement. C'est ça. C'est-à-dire qu'en général, il y a une maladie qui préexiste à la grossesse ou qui peut se révéler pendant la grossesse et qui va venir mettre en danger la mère, l'enfant ou les deux. Ça touche beaucoup de femmes? Alors oui, on en voit régulièrement, quel que soit le système de santé privé ou public dans lequel on travaille, on est confronté à ce genre de pathologie de manière hebdomadaire. La plupart de mes confrères s'occupent au quotidien de ce genre de problème. D'accord. Et quelles sont les causes les plus fréquentes d'une grossesse Alors, pathologique? il y a des causes civilisationnelles, c'est les grandes pathologies qu'on retrouve en Calédonie. Le tabagisme maternel est encore très présent et on voit beaucoup de problèmes qui sont liés au tabagisme. Le diabète gestationnel est une cause très fréquente de grossesse pathologique et de complications pour nous. C'est probablement la cause la plus fréquente. On rencontre encore aussi beaucoup de pathologies liées au rhumatisme articulaire aigu avec des cardiopathies qui là sont dangereuses pour l'enfant mais surtout aussi beaucoup pour la maman et qu'on est parfois contraint d'envoyer en Australie parce qu'il y a des interventions à faire de manière très prématurée ou des prises en charge cardiologiques maternelles qui sont difficiles de réaliser dans ce pays. Et puis il y a tout ce qui est en rapport avec la prématurité, l'hypertension, qui sont des pathologies qui sont là aussi très représentées. D'accord. Donc une fois que le diagnostic est posé de la grossesse pathologique, qu'est-ce que ça implique au niveau du suivi par la suite? Alors déjà de manière, on va dire, administrative, il y a une déclaration à faire pour que tous les frais qui sont en rapport avec la grossesse pathologique soient pris en charge par l'assurance sociale, ce qui n'est pas le cas tant que cette démarche n'est pas faite. Et ensuite, ça va être l'occasion d'un travail multidisciplinaire entre médecins, sages-femmes, pédiatres, les institutions publiques ou privées, que ce soit la clinique de Nouville ou l'hôpital Gaston Bourret. Et à ce moment-là, on essaie de trouver une combinaison entre tous ces acteurs pour proposer aux mamans une prise en charge optimale. D'accord. Hélène, je te vois hocher la tête, donc c'est un parcours que tu connais un petit peu. Oui. Quel est le souci que tu as rencontré, toi, pendant ta grossesse? Alors, j'ai eu le diabète gestationnel. D'accord, donc c'est une des causes les plus fréquentes de grossesse pathologique, on le disait. Et est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tu as appris que ta grossesse ne se déroulait pas tout à fait normalement, on va dire? Alors, c'est toutes les femmes enceintes, en fait, elles font les tests de glucose. Oui. Donc voilà, j'ai effectué les tests et sur les trois... les taux de glucose, glucose, les 3 prises de en fait, sang. un était élevé, mais mon gynéco m'a dit que tout était normal. D'accord. Et après, j'ai eu une collègue qui m'a dit que quand un des 3 est élevé, en fait, il faut une prise en une charge. prise en charge. Et tu as le diabète gestationnel. Donc j'ai vu un deuxième médecin, oui, peut-être. D'accord. Pour bien confirmer. Et elle m'a dit que j'avais vraiment le diabète gestationnel. Donc elle m'a pris rendez-vous au service diabétologie. Donc je suis venue la veille pour ensuite faire les tests à jeun le lendemain. Et après, c'était ça. J'avais bien le diabète gestationnel. Le diagnostic a été posé à ce moment-là de manière certaine. Alors le diabète gestationnel, c'est une des causes les plus courantes de grossesse pathologique, comme vous le disiez. Oui. En Nouvelle-Calédonie particulièrement? En Calédonie et dans tous les pays où il y a beaucoup d'obésité,
puisque finalement c'est un peu les mêmes facteurs de risque. Donc en Océanie, le diabète gestationnel, effectivement, que ce soit en Nouvelle-Calédonie chez nous ou encore en Polynésie, voire en Nouvelle-Zélande, c'est une pathologie qui est très représentée et qui est difficile à prendre en charge parce qu'il y a encore beaucoup une part de déni. C'est-à-dire que vous avez beau avoir annoncé un diagnostic à une maman ou à une famille, il faut parfois beaucoup se battre contre elle pour arriver à lui faire prendre conscience des choses et la contraindre à faire un bilan, une prise en charge et un traitement qui soient optimaux. Et des fois, on n'y arrive pas. Bon, bah là, c'était pas le cas d'Hélène qui a cherché à établir. C'était plutôt le contraire. Oui, c'était plutôt le contraire. Et donc, du coup, toutes les femmes, par contre, sont obligées de faire ce test. C'est systématique à chaque grossesse. Il n'y a pas d'obligation légale, mais c'est vrai qu'il n'y a pas toujours de profil type. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des gens qui sont en surpoids, qui sont diabétiques, mais j'ai eu aussi suivi des patientes plutôt minces, avec une bonne hygiène de vie, qui n'auraient jamais parié un instant sur un diabète, et qui se sont retrouvées à gérer un régime pour un diabète gestationnel. D'accord. Donc, ce test est à prendre vraiment au sérieux, en tout cas. Tout à fait. Hélène, quand tu as finalement appris, donc, après avoir un peu insisté, que tu étais vraiment diabétique au moment de ta grossesse, comment est-ce que tu as encaissé cette nouvelle? Comment tu l'as pris? Très mal parce qu'il fallait que je change mon alimentation. Il y avait beaucoup de rendez-vous à prendre, diabétologue, diététicienne, de rendez-vous chez la sage-femme et voir aussi encore en plus le gynéco. Et puis on t'a informé également des risques que ton bébé encourait peut-être? Oui, la malformation. Donc à ce moment-là, il a fallu apprendre à gérer un petit peu son stress. Est-ce que tu as été entourée pour ça? Oui, la famille, les gynécos, les sages-femmes. Tu avais entendu parler de cette maladie avant d'être diagnostiquée? Oui, j'avais une collègue qui avait eu le diabète gestationnel. D'accord. Mais elle, ça s'est très bien passé en fait après. D'accord. Donc elle n'a pas été jusqu'au à se mettre l'insuline, alors que moi si. Et donc depuis cette annonce, à la fin de ton deuxième trimestre de grossesse, tu as dû être suivie de beaucoup plus près. Donc, comme le disait le docteur, il faut un suivi rapproché. Et ce suivi, donc, il consistait en quoi exactement? Alors il y avait 2 rendez-vous chez la sage-femme par semaine pour suivre le cœur de bébé. D'accord. Le monitoring. Oui. Et après, 2 fois par semaine, c'était rendez-vous chez le diabétologue. Ok. Et chez les gynécos aussi. D'accord. Donc ouais, un suivi très rapproché et qui se passait donc en partie au Medipôle. Au Medipôle. Ok. Donc alors au Medipôle, c'est là justement où se trouve le service des explorations fonctionnelles par lequel passent beaucoup de femmes dont la grossesse fait l'objet d'un suivi rapproché. Nous y avons suivi Isabelle, dont le bébé avait un retard de croissance intra-utérin. C'était son dernier contrôle avant le déclenchement de son accouchement. Je vous propose de regarder. Je suis à 37 semaines et je suis déclenchée la semaine prochaine, donc là je vais pour mon dernier examen. Depuis mon 5e mois, mon médecin privé, mon gynécologue privé a trouvé que mon bébé était un peu trop petit pour son âge fœtal. Donc je suis déclarée en retard de croissance intra-utérin, donc en grossesse pathologique. Et depuis, le Medipôle a pris le relais. Donc depuis, une fois par semaine, je viens pour les explos fonctionnels. Bonjour Isabelle, je suis Laurence, la sage-femme. Comment ça va? Merci, ça va. Allez, on y va. Prête. Prête? Allez, on va voir comment... Je me permets? C'est bon? Ok. Il y avait toujours une tête bien en bas. De toute façon, on fera un petit coup d'écho. Oui. Allez. Alors, est-ce que bébé va se laisser bien entendre? Alors du coup, dans les suivis des patientes, et notamment par exemple Isabelle, ce qu'on fait quand elles viennent ici en exploration, c'est en fait pour une grossesse qui est pathologique. Du coup, on doit surveiller la maman, donc on fait un interrogatoire complet, on prend la tension, on surveille aussi bébé avec le rythme cardiaque,
Et après, on reprend tout le dossier, où on regarde si tout est complet au niveau des bilans sanguins, au niveau des groupes, enfin un check-up complet. Et ensuite, on fait une échographie pour voir comment va bébé au niveau de sa vitalité, s'il bouge bien, on regarde son cœur, on regarde surtout aussi le liquide amniotique. Alors là, le but de l'échographie, c'est de s'assurer qu'on ait une quantité de liquide normale. On va regarder aussi comment ça circule dans le cordon de bébé. Voilà, c'est le reflet de la bonne perfusion de bébé par le placenta. Alors, la tête est en bas, ça n'a pas changé. Le dos à droite. Hop. Voilà. Alors tout de suite, on a une quantité liquide, là on voit qui est parfaite. En exploration fonctionnelle, on accueille toutes les patientes qui doivent avoir un suivi plus rapproché, que ce soit au milieu de la grossesse, en fin de grossesse, tout dépend de ce qu'elles ont, si c'est une pathologie, enfin en fonction de la pathologie, et aussi des patientes où la grossesse est à terme et elles n'ont pas encore accouché, et donc à ce moment-là, il y a un suivi qui se fait de façon plus précise pour voir si bébé va toujours bien. Au revoir. Merci. À lundi. Merci. Au revoir. Donc c'est quand même des contrôles qui sont assez lourds. Comment tu vivais ces rendez-vous? Toi, c'était pas trop stressant? Si, j'avais peur à chaque fois. Enfin, je posais beaucoup de questions. C'est ce qu'il à faut, la je pense. sage-femme, oui. Ouais. Je lui demandais s'il respirait bien, si sa croissance ça allait bien. Il me disait non, ça va, la croissance suit son cours, son cœur, ça va, il bat très bien. Et même elle me donnait Les explications précises à chaque fois. Oui, pour me rassurer. D'accord. Donc tu arrivais stressée et tu repartais rassurée. Oui, voilà. C'était plutôt Donc, une bonne ça va. chose d'être suivie de près comme ça. De toute façon, c'est un peu indispensable. Docteur, le diabète gestationnel, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce qu'on en connaît la cause? Eh ben, c'est un taux de sucre dans le sang qui est trop élevé. Ok. Donc ça relève de la même cause que le diabète non gestationnel, c'est-à-dire que le pancréas qui est supposé fournir de l'insuline pour faire baisser le taux de sucre dans le sang n'arrive plus à faire son job. Donc chez les femmes jeunes en cours de grossesse, c'est souvent une fenêtre sur leur futur et c'est souvent l'occasion de constater que leur pancréas n'arrivera pas à gérer les choses dans les décennies qui suivent. La grossesse est un événement exceptionnel qui demande un plus au pancréas que celui-ci n'arrive plus à satisfaire. D'accord. Donc s'il y a un message à retenir qui est important, c'est de savoir aussi qu'une fois que ces femmes ont accouché, elles ne sont pas débarrassées forcément de leurs problèmes et qu'il faut qu'elles fassent des contrôles à moyen terme pour s'assurer que leur diabète gestationnel a non seulement disparu, mais il faut aussi que dans leur vie future, leur hygiène de vie, leur façon de se surveiller soit adaptée parce qu'elles risquent de développer plus tard un diabète simple. D'accord. C'est ce qu'on t'a Oui. dit également? Oui, on m'a dit de faire attention pour après la grossesse. Et là, justement, 3 mois après la grossesse, on a un rendez-vous chez le diabétologue pour vérifier encore mon taux de sucre et tout. D'accord. Donc Oui. tu sais que tu vas devoir y C'est faire bien. attention. Mais c'est toute la vie qu'il faudra faire attention. Oui. Moi et bébé. Enfin, Ouais. Et pourquoi est-ce que certaines femmes sont touchées et d'autres non? Alors ça, on n'a pas la réponse. Ah. Ce serait bien parce que du coup, on pourrait faire un dépistage plus sérieux et s'adresser aux femmes avant qu'elles développent un diabète, mais aujourd'hui, on ne sait pas le faire. On a évoqué les risques qu'encourt un bébé dont la mère est diabétique pendant sa grossesse, mais quels sont ces risques? Alors, Précisément. ils sont nombreux. Heureusement, ils ne se vérifient pas tous et la plupart du temps, le fait de traiter le diabète gestationnel permet d'éviter tous les écueils et aux mamans et aux enfants de conduire une grossesse qui, en définitive, va être normale tant tout au long de la grossesse qu'au moment de l'accouchement. Mais parfois, ce n'est pas le cas. Et on peut rencontrer des problèmes de croissance fœtale. Alors, des gros bébés, en fait, les mamans diabétiques font des bébés qui sont trop gros, qui peuvent parfois atteindre 4,5 kg, 4,8 kg, voire 5 kg. Et là, ça pose des problèmes à la naissance. On est parfois obligé de faire des césariennes parce que ça ne passe pas. Et malheureusement, on ne sait pas toujours bien reconnaître les gros bébés. Et ça peut être des accouchements par des voies naturelles qui peuvent être traumatisants, véritablement traumatisants pour les bébés, qui peuvent être abîmés. On peut avoir des dystocies des épaules, des fractures, des complications qui peuvent s'opérer dès la naissance, enfin peu après la naissance de l'enfant. Et puis on peut aussi avoir une maman dont le périnée va être très très abîmé et qui peut être déchiré au point que dans les pires des cas, on peut décider de ne plus jamais faire d'accouchement parce que les périnées deviennent trop fragiles.
Donc en dehors de ça, en cours de la grossesse, on peut avoir des bébés qui perdent la vie in utero. Les morts fœtales in utero, c'est une complication rare, mais ça existe, hein. Tout va bien, on fait des monitorings 2-3 fois par semaine, et puis entre deux monitorings, la maman vient nous voir parce que son bébé ne bouge plus, et on fait un enregistrement, et elle a perdu son bébé, sans prévenir. Donc c'est surtout le fait des grossesses non suivies ou mal équilibrées, parce qu'il y a, comme je le disais tout à l'heure, des dames qui font encore pas attention, et à qui on a du mal à faire comprendre l'intérêt de la prise en charge. Et puis, une fois nés, ces enfants sont parfois polyglobuliques, c'est-à-dire qu'ils ont un sang trop épais. Donc du coup, ça peut entraîner des difficultés cardiovasculaires ou respiratoires transitoires qui ne sont pas toujours simples à gérer. Et puis, c'est des enfants qui, quoi qu'il en soit, vont avoir tendance à faire des hypoglycémies, parce qu'eux ne manquent pas d'insuline, et recevant beaucoup de sucre de la part de leur mère, ils sécrètent des grosses quantités d'insuline, ce qui les fait grossir finalement. Mais le jour où ils naissent, ils n'ont pas conscience de leur changement de statut, et ils continuent à produire beaucoup d'insuline, et ils peuvent faire des hypoglycémies néonatales très très sévères, et ça peut aller jusqu'à un coma ou à des accidents plus graves pour un nouveau-né. Donc je pense qu'une fois qu'on est informé de tous ces risques-là, on prend à cœur Alors en général, ça suivi. motive, mais pas toujours, malgré toutes ces explications, parfois un peu passionné, où on s'impatiente un petit peu avec des gens qui n'ont pas l'air de recevoir le message. On est parfois dans des impasses, et malgré les explications et les risques qu'on annonce avec beaucoup de franchise, hein, ça ne marche pas toujours. Et toi, Hélène, tu as été suivie précisément. Et au niveau de toi, de ta gestion de la maladie, comment est-ce que ça se passait au quotidien? Alors, je fais attention à mon alimentation. J'ai dû éliminer le sucre le matin, au déjeuner, petit déjeuner. Voilà, j'ai évité le sucre. Un maximum? Oui, et après, je remplaçais par des fruits. Sauf que le fruit aussi, c'est très sucré. Oui. Donc, on m'a dit de prendre de la moitié d'un fruit. Donc, voilà, je faisais très attention. C'était au régime, en quelque sorte. Oui, voilà, mais je voulais que ça se passe bien. Donc, je suivais le régime. Tu avais des mesures aussi à faire, peut-être? Oui, les destros, c'était une piqûre avant le repas et 2 heures après le repas. D'accord. Donc ça, c'est un suivi que toi, tu faisais toute seule à la maison? Oui, tous les jours. D'accord. Et après, il y avait aussi les prises d'insuline à faire. Les injections? Oui, D'accord. sur les cuisses. Donc, il y avait ça aussi. Ça aussi, toute seule à la maison? Oui. La fin de ta grossesse s'est déroulée correctement, les mesures étaient bonnes, les examens étaient rassurants? Oui, après, on a pris encore, on a fait des destros. Oui. Dès l'accouchement en fait, pour voir si j'avais encore le diabète, et même à mon enfant aussi on lui a fait une destro pour vérifier s'il n'avait pas le diabète encore. Mais c'était bon. Les premières mesures en tout cas étaient bonnes. Oui. Et l'accouchement s'est bien passé? C'est bien passé. Comment ça s'est passé? C'était un accouchement physiologique? Voix basse. Un accouchement par voie basse. Et voilà, en fait, parce que moi, on m'a dit, c'est que quand on a le diabète gestationnel, une grossesse pathologique, en fait, il y a un protocole à suivre, c'est qu'il faut déclencher l'accouchement. C'est par mesure de sécurité pour l'enfant et pour la mère. Et moi, j'ai refusé parce que voilà, j'avais eu des bons retours de la sage-femme, du gynéco, du diabétologue. Donc, j'ai dit non, je préférais attendre que ça se fasse naturellement. D'accord. En accord avec ta sage-femme? Oui, et après avec le diabétologue aussi, et avec la gynéco. Elle m'a dit, voilà, mais nous, on t'informe juste que c'est un protocole, il faut qu'on déclenche l'accouchement à 37 semaines. Et j'ai refusé, j'ai dit non, je veux que ça se passe naturellement. Donc, on ne m'a pas déclenché, donc j'ai accouché à 39 semaines. Donc, j'ai gagné 2 semaines. Avec ton bébé dans le ventre. C'est le protocole en cas de grossesse pathologique, le déclenchement, docteur? Alors, ça dépend de la pathologie. Oui, évidemment. Pour le diabète gestationnel sous insuline, effectivement, il y a une tendance assez lourde de provoquer l'accouchement en fin de grossesse pour éviter les aléas qui peuvent se produire malgré un suivi convenable. Donc, on est dans le compromis. En fait, ça va dépendre de ce que souhaite la maman. Vous l'avez compris, hein, on ne peut pas imposer aux gens des choix qu'ils ne veulent pas accepter. Ça va dépendre aussi du degré d'équilibre du diabète, de la façon dont la maman va se surveiller, prendre son traitement, et puis de l'existence ou pas de complications fœtales avérées ou pas, puisqu'on fait des échographies et un certain nombre de choses qu'on faut surveiller. Alors à partir de là, il y a différentes possibilités. Mais c'est vrai qu'une jeune femme qui n'a jamais accouché, qui a un col qui n'est pas favorable à un déclenchement, on risque de se casser la figure et de finir en césarienne parce qu'on a mal géré son déclenchement. Si le bébé va bien, qu'il n'y a aucun autre facteur de risque autour, on peut se permettre de gagner un petit peu de temps et de laisser aller. C'est pas interdit. Par contre, si d'un autre côté, de manière caricaturale, on a une maman qui fait n'importe quoi,
qui ne se fait pas suivre avec des risques de complications très élevés, qui a déjà accouché 4 fois, qu'on n'arrive pas à tenir, eh ben, on va essayer de l'attraper et puis de la déclencher pour éviter une catastrophe. Et entre ces deux extrêmes, il y a tout un tas de possibilités qui doivent être, j'insiste là-dessus, discutées avec la patiente et en accord avec la patiente, le médecin, les sages-femmes qui vont s'en occuper, et puis l'endocrino aussi, qui a son rôle, et puis le pédiatre qui va accueillir l'enfant, de prendre une décision qui sera un petit peu le compromis de tous les points de vue, en sachant qu'on essaie toujours de faire le mieux pour le bébé. Bon, c'est une étude au cas par cas, en tout cas. Est-ce que vous auriez des conseils à donner aux mamans et aux futures mamans pour éviter au maximum, même si on ne décide pas de tout, une grossesse pathologique? C'est surtout les aspects civilisationnels liés au comportement inadapté. Donc, c'est ne pas fumer, ne pas consommer d'alcool. C'est avoir une hygiène de vie adaptée avec une activité sportive, éviter de consommer trop, de consommer déséquilibré et de faire sa cuisine plutôt que d'acheter une nourriture industrielle qui sera toujours moins bonne. Donc voilà, c'est de l'hygiène de vie en fait. Donc être informé sur les risques qu'on encourt. Et puis écouter ce que disent les gynécos et les sages-femmes, parce qu'ils sont en général de bons conseils, ils sont là pour aider les mamans. En effet. Donc l'important, c'est de s'informer et pourquoi pas en regardant Premier Pas, par exemple. Bon, et puis pour se changer les idées, pour cette fin d'émission, je vous propose de découvrir aujourd'hui une activité ludique et surtout utile pour nos tout-petits. Alors, c'est un cours de bébé nageur que je vous emmène qui s'est déroulé à la piscine d'Atoubouchou à Auteuil. Qu'est-ce qu'on y apprend? Réponse en images. L'objectif de ces cours de bébé nageur, c'est vraiment un premier pas vers le monde aquatique. Qu'ils découvrent le monde aquatique, c'est une première approche aussi avec leurs parents, qu'ils aient confiance en leurs parents. Être à l'aise dans l'eau pour un bébé, c'est ne pas pleurer. Déjà c'est important, quand ils commencent à pleurer, c'est qu'ils sont un peu moins à l'aise, qu'ils commencent à avoir froid, qu'ils n'aient pas froid, c'est important aussi. Quand ils sont dans l'eau, qu'ils ouvrent les yeux, qu'ils découvrent le monde aquatique. S'ils ferment les yeux, c'est qu'ils ne sont pas à l'aise du tout, qu'ils ont peur de l'extérieur, qu'ils ont peur de ce qui se passe autour. Et ils arrivent aussi un peu vers moi. Quand ils ne vont pas vers moi, c'est qu'ils ne sont pas à l'aise, ils ont peur de l'environnement. Et moi, je fais partie de l'environnement, du coup. C'est l'eau? On va voir papa. Ouais, t'es prêt? 1, 2, 3. Regardez s'il ouvre les yeux. Et si la bouche ferme. 1, 2, 3. La première étape pour un bébé nageur, c'est de l'amener tout doucement dans l'eau avec sa maman ou avec son papa, ou avec les deux, ou même avec la sœur, avec le frère, qu'il l'amène tout doucement dans l'eau, avec lui, contre lui. Et ensuite, s'il est vraiment à l'aise, commence à lui mettre la tête dans l'eau. C'est vraiment l'étape primordiale, qu'il commence à mettre la tête dans l'eau, qu'il se rende compte que ce n'est pas seulement un monde extérieur, que c'est un monde aussi intérieur, qu'il se passe des choses sous l'eau. Et moi, je pense que c'est vraiment la première étape pour un bébé nageur, c'est d'amener tout doucement dans l'eau et ensuite de mettre la tête dans l'eau. En fait, on habite sur une île, donc entouré d'eau, donc je pense que c'est important de la familiariser dès le plus jeune âge avec l'environnement aquatique. Elle est déjà beaucoup plus à l'aise avec l'eau, elle met la tête sous l'eau, elle n'a pas peur de sauter à l'eau, donc c'est de réel progrès. Alors Hélène, qu'est-ce que tu en penses?
Est-ce que tu l'as fait toi avec Jason, d'aller avec des nageurs? En fait, dans son bain, il aime l'eau. Il aime beaucoup l'eau. Je pense que ça va Ça va être ça. Tu l'imagines déjà, j'ai Oui. l'impression. Ok. Et docteur, dans le reportage, ce sont des assez grands bébés. Est-ce que pour des nouveau-nés de 2-3 mois, est-ce que ça représente un intérêt selon vous? Bon, je n'ai pas d'expérience sur le Oui. sujet, mais je resterai quand même prudent avec les tout petits, hein. En tout cas, c'est certainement pas quelque chose qu'il faut initier dans sa salle de bain sans Seul. professionnel. Oui. Puis le chlore aussi, peut-être Ouais. attendre qu'il soit quand même un peu plus grand, peut-être. Sans doute, oui. Et pendant la grossesse, la natation, c'est une activité qui est recommandée? Eh ben, c'est celle que je préconise la plupart du temps, puisque avec leur gros bidon, les mamans sont parfois embarrassées. Et puis, les impacts qu'on peut rencontrer en courant, en sautant, en faisant du vélo, c'est toujours un peu difficile à gérer. Et la natation est pour moi le sport le moins agressif, le moins traumatique pour les femmes enceintes. J'ai eu certaines patientes qui étaient sportives, triathlètes, qui ont continué, qui ont fait 1 kilomètre de piscine jusqu'à la veille de leur accouchement. C'est compatible, Oui, très tout à fait. compatible. Eh bien écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous en prie. Merci à vous de nous avoir suivis et puis je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Premier Pas.